Entre des montagnes gigantesques qui l'isolent du monde et des villages si silencieux qu'ils semblent figés dans le temps, il existe un pays que presque personne ne nomme, ne cherche, ne comprend. Un pays où rentrer chez soi ne signifie pas toujours avoir franchi une frontière légale, mais plutôt avoir survécu à une route sans trottoir, sans glissière de sécurité et sans panneaux. Où les règles ne sont pas écrites, mais que tout le monde connaît. Où les fêtes sont surveillées. Où la douleur est limitée et où même la tenue vestimentaire peut devenir problématique. Voilà le Tadjikistan. Un endroit où le quotidien est ponctué de scènes inadmissibles pour tout étranger. Mariage sans consentement, funérailles sans larmes, tunnels empestant l'essence et l'enfermement, et communautés qui résistent encore avec des bougies, du troc et le silence. Un endroit où les décisions importantes ne se prennent ni à la maison ni à l'école, mais dans des bureaux que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Pendant ce temps, les familles s'organisent tant bien que mal. L'hiver isole des villages entiers, et l'étrange n'est pas ce qui se passe, mais ce qui n'est pas raconté. À quoi ça ressemble de se réveiller chaque jour dans un endroit où tout coûte 2 fois plus cher? Bienvenue à Mandar! Commençons! Un pays hors des cartes. Dans une région éloignée du commerce, du tourisme et du brouhaha international, se trouve un pays montagneux que peu de gens peuvent localiser sans consulter une carte. Entouré d'autres nations enclavées et peu fréquentées, ce coin d'Asie centrale est rarement évoqué dans les conversations internationales. Des villages nichés au cœur de pentes abruptes, des routes sillonnant des cols difficiles et les signes de modernité arrivent lentement. Ici, pas de gratte-ciel, pas de grands aéroports, pas d'autoroutes rapides. Seulement des montagnes, le silence et la routine. La vie à l'intérieur de ces frontières se déroule discrètement. Le pays est gouverné par un pouvoir central inchangé depuis des décennies. Les décisions sont prises d'en haut et sont rarement discutées. L'image du dirigeant est présente dans les bâtiments publics, les salles de classe, les gares et souvent aussi dans les foyers. Personne ne la remet en question à voix haute. Le système est conçu pour fonctionner ainsi. Hors des villes, la vie suit son propre rythme. Les technologies progressent lentement. Les réseaux mobiles ne fonctionnent pas toujours. Les services publics arrivent juste à temps. Dans de nombreux villages, le quotidien reste manuel, basique et local. Les villages sont construits avec des matériaux locaux. Les voitures sont rafistolées avec des pièces d'occasion et les vêtements sont portés jusqu'à l'usure. La langue principale est une variante du persan avec des adaptations locales. Le russe est toujours présent, notamment dans les procédures officielles, les écoles et la presse écrite. Dans certaines régions, des langues minoritaires sont également parlées selon les communautés. Ce mélange reflète une histoire façonnée par des influences extérieures et des réalités internes qui continuent de coexister. Les liens avec le monde extérieur sont limités. Les vols sont rares. La présence diplomatique est réduite et les contrôles aux frontières sont stricts. La plupart des habitants vivent et meurent sans quitter le pays. L'émigration est difficile et le tourisme n'est pas encouragé. Ceux qui arrivent le font pour le travail, la coopération internationale ou des missions spécifiques. Les visiteurs de loisirs sont rares. La vie quotidienne dépend autant de la météo que des réglementations officielles. Les célébrations sont surveillées, les réunions nécessitent une approbation, et même les fêtes religieuses sont soumises à des restrictions. L'improvisation a ses limites. Même les décisions privées peuvent attirer l'attention si elles s'écartent de l'ordre établi. L'autorité est réaffirmée par des symboles visibles. L'un d'eux est un drapeau géant, hissé sur un mât d'une hauteur record. Il trône dans la capitale, rappelant la présence et la permanence. On le voit de loin, toujours en mouvement, comme s'il marquait le centre de tout. Ce pays n'apparaît ni à la une, ni dans les documentaires touristiques. La vie s'y déroule sans projecteur, sans scandale, ni grandes annonces. Les rues s'animent,
Les gens font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, et le schéma se répète sans changement notable. De l'extérieur, il semble oublié. De l'intérieur, il est simplement ce qu'il est. Géographie sauvage. Le pays couvre plus de 140 000 km², mais une grande partie de cet espace est occupée par des chaînes de montagnes qui dominent le relief. Les zones habitables sont rares et concentrées dans d'étroites vallées entre les sommets. Les villes et villages ne s'étendent pas très loin en raison des pentes. La plupart de la population se concentre là où le terrain le permet, généralement le long des rivières ou des pentes accessibles. Les frontières nationales sont marquées par des montagnes difficiles à franchir. 2 chaînes de montagnes principales, l'une au nord et l'autre à l'est et au sud, traversent le pays, avec des sommets dépassant les 7000 mètres. Au milieu de ce relief, des cols naturels s'ouvrent, reliant les régions par des routes étroites, tracées suivant les courbes du terrain. Nombre d'entre elles ont été conçues pour éviter de traverser les pays voisins, dont les relations n'ont pas toujours été stables. Les montagnes déterminent également la façon dont les maisons, les routes et le quotidien sont construits. Les pentes, les glissements de terrain et les changements brusques de température imposent une adaptation constante. Il y a des endroits où le soleil ne brille que quelques heures par jour, à cause des ombres projetées par les sommets. Dans d'autres, la température nocturne chute tellement qu'il est nécessaire de s'habiller chaudement, même en été. Le terrain accidenté complique également les déplacements. Certains itinéraires traversent des cols à plus de 4000 mètres d'altitude. Sur ces tronçons, les véhicules perdent de la puissance en raison de l'altitude et doivent négocier les virages avec prudence sans protection latérale. En hiver, de nombreuses routes sont bloquées par la neige ou le verglas, et les engins disponibles ne permettent pas toujours de dégager toutes les sections à temps. L'un des itinéraires les plus connus traverse l'est du pays et relie un pays voisin. Il s'élève jusqu'à devenir l'un des points les plus élevés d'Asie. Outre sa fonction de liaison entre les régions, cette route est devenue un défi pour ceux qui osent l'emprunter seuls. Nids de poules, glissements de terrain et sections non goudronnées peuvent transformer le trajet en une épreuve de plusieurs jours par mauvais temps. La situation géographique, le climat et l'enclavement du pays l'obligent à s'appuyer presque entièrement sur ses propres solutions internes. Les infrastructures disponibles ne répondent pas aux normes internationales, mais répondent plutôt à l'impérieuse nécessité de s'adapter à l'environnement. Chaque projet se heurte aux mêmes obstacles: pentes raides, altitudes extrêmes et sols instables. Rien ne s'installe sans effort dans ce domaine. Survivre dans l'impossible. Les conditions du terrain ont contraint de nombreuses communautés à organiser leur vie d'une manière rarement vue ailleurs. Dans les régions rurales, où les ressources sont rares et l'emploi formel quasi inexistant, les familles ont dû se réinventer pour survivre. Le partage des responsabilités au sein des structures familiales élargies n'est pas nouveau, mais plutôt une formule qui se répète depuis des générations. L'une des pratiques les plus courantes dans les zones reculées est l'union d'un homme avec plusieurs femmes, sans enregistrement légal ni reconnaissance de l'État. Il s'agit d'accords informels qui fonctionnent comme des réseaux de soutien domestique. Il n'existe pas de contrat, mais des pactes coutumiers. Dans de nombreux villages, cette forme de cohabitation est acceptée, surtout lorsque l'État manque de ressources ou de réelles alternatives. Dans ces contextes, tout dépend de ce qui peut être fait au sein du foyer ou avec l'aide des voisins. Si un homme part chercher des opportunités ailleurs, il est courant que ceux qui restent partagent les tâches sans attendre de soutien extérieur. Les femmes s'organisent, élèvent les enfants ensemble, cultivent la terre si elles sont disponibles et sont responsables de l'entretien de la cellule familiale avec ce qu'elles ont. Parfois, cette coopération se transforme en cohabitation prolongée, fondée sur la nécessité plutôt que sur un choix sentimental. Les unions multiples sont généralement officialisées par des moyens religieux ou communautaires. Les institutions et l'état civil n'interviennent pas. Un chef local ou un proche sert d'intermédiaire, et un accord verbal suffit à établir le lien. Ce système est encore en vigueur dans plusieurs régions du pays, où les questions juridiques passent au second plan par rapport aux questions fonctionnelles.
La structure familiale qui émerge de ces accords est large et flexible. Les enfants vivent avec leurs demi-frères et sœurs, leurs tantes qui jouent le rôle de mère et des adultes sans lien légal mais présents quotidiennement. Les tâches ménagères sont réparties selon l'âge et les capacités. Tout ce qui rentre dans la maison est partagé. Il n'y a pas de reste, juste assez pour passer la journée et en garder pour l'hiver. Dans beaucoup de ces villages, il n'y a qu'une seule école, un petit commerce et un petit centre médical. L'organisation collective devient essentielle. En cas de maladie, un transfert entre voisins est improvisé. En cas de pénurie alimentaire, les gens ont recours à l'échange. En l'absence d'État, le groupe prend le contrôle. Vivre en communauté n'est pas un choix idéologique, mais une stratégie de résistance. Bien que les lois nationales interdisent les unions multiples, leur application dépend de la région. Dans les zones reculées, le contrôle institutionnel est faible et de nombreuses pratiques obéissent à la logique locale. Tant qu'il n'y a pas de conflits ouverts ni de plaintes, les autorités n'interviennent pas. Si des problèmes surviennent, on tente de les résoudre en privé, sans quitter la communauté. Dans ces conditions, la survie ne suit pas des modèles ou des doctrines importées. Elle s'adapte à ce qui est disponible. Chaque décision est fondée sur l'urgence, le possible, l'immédiat. Les familles n'agissent pas par tradition ou par défi, mais par pure nécessité. Ce qui n'est pas disponible est substitué. Ce qui n'est pas disponible de l'extérieur est construit de l'intérieur. Ainsi, chaque groupe trouve sa propre voie pour avancer, quitte à rompre avec ce qui est considéré comme normal ailleurs. Infrastructures entre danger et exploit. L'un des projets les plus médiatisés du pays est un tunnel de plus de 5 km traversant une montagne dans la région centrale. Sa construction a permis à des milliers de personnes d'éviter de traverser la frontière pour se rendre dans un pays voisin à chaque fois qu'elles devaient se déplacer entre la capitale et une ville du Nord. Conçu pour raccourcir le trajet, le sécuriser et réduire la dépendance aux postes frontières, il n'a cessé de poser des problèmes depuis son ouverture. Pendant des années, le tunnel a fonctionné avec des pannes techniques constantes. La ventilation était quasi inexistante. Les lumières vacillaient et, par temps de pluie ou de neige, des fuites formaient des flaques d'eau ou du verglas sur la route. À cela s'ajoutaient des nids de poules, des accumulations d'essence et une signalisation insuffisante. Malgré tout, la circulation a continué sans relâche. Des milliers de véhicules l'empruntaient chaque semaine, faute d'alternatives viables. Pendant la saison des neiges, il devient la seule voie de circulation active entre deux des régions les plus peuplées du pays. Bien que certains tronçons aient été améliorés, la structure suscite toujours des inquiétudes. Il n'y a pas d'issue de secours adéquate, le drainage reste médiocre et les coupures de courant sont fréquentes. Malgré cela, le tunnel reste opérationnel tous les jours. Nourriture, carburant, fournitures médicales et passagers y circulent, surtout lorsque d'autres voies sont bloquées par les intempéries. Tout près de cette zone, un autre projet monumental est en cours de construction, un barrage qui ambitionne de devenir le plus haut de la planète. Il est construit sur une rivière qui descend de glaciers lointains. L'objectif est de produire suffisamment d'électricité pour alimenter le pays et exporter le surplus vers les pays voisins. Ce projet est considéré comme stratégique pour réduire la dépendance énergétique extérieure. Sa conception tire parti de la pente et du débit naturel de la rivière pour maximiser la production. Le mur principal, construit avec des matériaux transportés de différentes régions, est conçu pour résister aux tremblements de terre et à une pression constante. La structure comprend des canaux de dérivation, des vannes, des tunnels secondaires et un réseau de distribution électrique qui alimentera les zones rurales et industrielles. Outre la production d'énergie, le barrage vise à endiguer les inondations qui touchent les villes en aval chaque printemps. Il devrait permettre de stocker des réserves pendant les mois d'abondance et d'assurer un approvisionnement stable pendant les saisons sèches. Il servira également de système de contrôle pour prévenir les inondations qui endommagent les cultures et les routes. La construction a été complexe. Machines lourdes, techniciens étrangers et transports de précision ont été nécessaires pour avancer. Chaque composant doit arriver au bon moment.
sans aucune marge d'erreur, car les conditions du terrain interdisent toute improvisation. Le climat extrême impose de limiter les travaux à des créneaux horaires précis et de suspendre les activités pendant l'hiver. Dans ce pays, les infrastructures ne sont ni un luxe, ni une ambition esthétique grandiose. Chaque tunnel, chaque mur et chaque voie sont des réponses élémentaires à un environnement qui impose des limites physiques très spécifiques. Ici, tout doit être construit avec prévoyance, résilience et calcul. Le terrain, le climat et l'altitude sont impitoyables. Tout ce qui est construit doit fonctionner, durer et être durable malgré tout. Corps surveillé, gestes réglementés. Avant de se marier, de nombreuses femmes doivent se soumettre à un examen médical demandé par les autorités locales. Bien qu'aucune loi nationale ne l'exige, il est obligatoire dans certains centres. Sans ce document, la procédure peut être retardée. Aucune explication n'est donnée et aucun refus n'est autorisé. Le contrôle est imposé sans même que quiconque ait à s'exprimer à voix haute. Les rapports sont établis dans des cliniques agréées et sont souvent remis sans que la personne concernée ne soit directement interrogée. Le consentement n'est pas mentionné. Il s'agit de se conformer aux attentes. La pression familiale renforce cette obligation. Pour de nombreux pères et mères, l'important est que leurs filles arrivent au mariage en règle, sans poser de questions. Ce contrôle s'étend également à la visibilité corporelle. Dans les écoles, les bureaux et les espaces publics, des règles tacites régissent les tenues vestimentaires acceptables. Des femmes ont été arrêtées pour avoir porté des robes sombres ou de longs voiles. Selon les autorités, ces vêtements ne reflètent pas l'identité nationale qu'elles cherchent à promouvoir. Il n'existe aucune sanction légale, mais des conséquences sont à prévoir. Chez les hommes, la surveillance se concentre sur la barbe. Dans plusieurs villes, la police a interpellé des hommes à la barbe abondante et les a contraints à se raser. Certains ont été emmenés directement chez un coiffeur, d'autres ont été rasés en public. Personne ne leur a posé de questions sur leur religion ou leurs coutumes. Ils ont simplement été exécutés sur ordre informel. Ce contrôle s'étend même à l'expression émotionnelle. Lors des funérailles, crier ou pleurer bruyamment est mal vu. Il existe des règles tacites sur la manière d'exprimer son deuil. À plusieurs reprises, la police est intervenue lors de veillées funèbres, les jugeant excessives. Le deuil est censé durer 3 jours. Après cela, le retour à la normale n'est pas une suggestion, mais une attente imposée. Porter du noir pendant de longues périodes ou engager des femmes pour pleurer lors de la cérémonie peut également susciter des avertissements. Le message est clair. On peut faire son deuil, mais seulement en silence. Peu importe que la perte ait été brutale ou inattendue. L'important est qu'elle ne soit pas trop visible. Les expressions émotionnelles doivent passer inaperçues. Des restrictions ont également été imposées à la participation aux événements religieux. Certaines célébrations ne sont autorisées qu'avec une autorisation préalable, ce qui n'est pas toujours le cas. Lors des prières publiques, le volume, la durée et la participation sont surveillés. Parfois, même avec une autorisation, du personnel en uniforme est présent pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart par rapport au format approuvé. Les médias suivent la même logique. Il n'y a pas d'image de pleurs ni d'angoisse explicite. Les journaux télévisés déploient ordre, calme et réaction contenue. Il ne s'agit pas de censure directe, mais plutôt d'une manière de filtrer tout geste susceptible de perturber l'image d'équilibre. Le résultat est une télévision sans choc, sans colère, sans tristesse visible. Ce système n'a besoin d'aucune loi pour fonctionner. La surveillance est maintenue par l'habitude, la pression, l'observation mutuelle. Les gens apprennent à s'adapter, à se réguler, à respecter leurs limites. De leurs pleurs à leur façon de marcher dans la rue, chaque geste a son espace autorisé. En sortir ne nécessite pas d'autorisation écrite. Un regard, un commentaire, un avertissement suffisent. Montagne, neige et frontières fermées. Les régions de l'Est et du Sud-Est du pays sont entourées d'une muraille naturelle qui semble destinée à l'isoler du monde. Les montagnes ne sont pas de simples chaînes de montagnes.
Ce sont des murs de roches, de glace et de vent qui culminent à plus de 7000 mètres. Ce qui sépare ce pays de ses voisins du sud et de l'est, ce ne sont pas des postes de douane, mais des glaciers, des gorges et des cols où l'air est rare. L'un des tronçons les plus difficiles est le corridor du Wakhan, une étroite bande qui s'étend de l'Afghanistan jusqu'en Chine, bordée par le Tadjikistan. Créé par des accords entre des empires aujourd'hui disparus, il n'en conserve pas moins ses effets. Il n'y a pas de routes goudronnées, seulement des chemins de terre, des cols enneigés, des rivières gelées et des sentiers connus uniquement des bergers locaux. Pendant une grande partie de l'année, cette région est inaccessible. Les chutes de neige recouvrent les routes d'accès, les glissements de terrain obstruent les sentiers et le froid atteint des températures qui gèlent même les freins des véhicules. Ceux qui y vivent sont habitués, mais quitter la vallée exige préparation, provision et précision. Une seule erreur peut laisser quelqu'un coincé, sans retour possible. La surveillance officielle à ces points de passage est rare, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il est presque impossible d'y patrouiller en permanence. À certains endroits, de petits postes sont installés où des soldats tadjiks ou russes se relaient. Ils portent des couvertures, des réchauds et des armes légères. Ils surveillent le terrain non pas tant pour voir qui entre, mais pour empêcher ceux qui ne devraient pas en sortir. Pendant des années, ces routes ont servi au transport de marchandises illégales, notamment de drogue et d'armes. Les caravanes n'empruntent aucun itinéraire fixe. Parfois, elles avancent de nuit. D'autres fois, elles traversent à cheval des endroits où personne n'est allé depuis des semaines. Même les passeurs s'arrêtent lorsque la météo l'exige. Personne ne veut mourir de froid. Les montagnes ne laissent aucun répit. Les avalanches sont fréquentes, les ponts de bois sont éphémères et les rivières débordent sans prévenir. Il y a des zones où même les hélicoptères ne peuvent atterrir. Traverser sans connaissance est un risque sérieux. Pourtant, certains le font par nécessité, pour l'argent ou parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. À ces altitudes, l'air est si rare que même les habitants se fatiguent après quelques mètres seulement. Le mal des montagnes se manifeste par des vertiges, des vomissements et une confusion mentale. Il n'y a pas de clinique à proximité, ni de moyens rapides d'appeler à l'aide. En cas de problème, il ne reste plus qu'à tenir bon ou à espérer l'arrivée de quelqu'un. Sur les cartes, la frontière est tracée avec des lignes claires. En réalité, c'est un amas de pierres, de ravins et de sentiers invisibles. Il n'y a pas de clôture, car le terrain ne le permet pas. Seuls subsistent des quais enrouillés, des marques sur les rochers ou des panneaux posés par les habitants eux-mêmes. Les patrouilles parviennent à peine à couvrir le strict minimum. En hiver, certains villages sont complètement isolés. Personne n'entre ni ne sort. Les provisions sont stockées à l'avance, les portes sont fermées et tout le monde attend. En cas d'incident, l'intervention peut prendre des jours. La plupart du temps, les voisins s'organisent. De l'extérieur, la frontière paraît paisible. Pourtant, c'est l'une des zones les plus tendues du pays. Aucun combat n'est visible, mais il y a du mouvement, une surveillance constante et le silence. Ce qui s'y passe est rarement médiatisé. La combinaison de conditions météorologiques extrêmes, d'un isolement total et de routes clandestines signifie que le danger est toujours présent, même s'il passe inaperçu. Déserteurs, groupes armés et migrants sans papier auraient fui par ces chemins. On y trouve également des mines enfouies depuis les conflits passés. Personne ne sait combien il en reste ni où elles se trouvent. Certains hivers, des explosions se font entendre et personne ne demande des nouvelles de la victime. S'y repérer ne se limite pas à une carte. Il faut connaître la neige, lire le vent et comprendre le terrain. Les erreurs sont impardonnables. Même si tout semble calme, ce qui se cache entre ces rochers peut tout changer à tout moment. Les ruines oubliées de Penjikent, dans un coin reculé du nord, entre montagnes arides et chemins de terre accidentés, se trouvent les vestiges d'une cité antique que peu de gens connaissent hors du pays. Penjikent a été ensevelie pendant des siècles sous la poussière et la pierre. Ni vaste ni monumentale, elle a néanmoins surpris les archéologues par sa préservation inattendue dans un lieu aussi isolé. Les vestiges
ne sont ni recouverts de vitres, ni protégés par des dômes. On y voit des murs, des colonnes et des sols qui ont résisté au temps presque intact. Penjikent a été construite il y a plus de 1300 ans, alors que la région vénérait encore d'autres dieux et n'avait pas encore adopté l'islam. Dans ces temples, figures et symboles gravés à même la pierre subsistent encore. L'une des découvertes les plus marquantes fut celle des fresques. Plusieurs maisons et enceintes avaient des murs recouverts de peintures représentant des scènes quotidiennes, des rituels, des banquets et des batailles. Nombre de ces images sont restées presque intactes. Certaines ont conservé leur couleur d'origine. Vous pouvez voir comment ils s'habillaient, ce qu'ils faisaient et comment ils s'organisaient sans recourir à des textes anciens. Contrairement à d'autres villes de la région, Penjikent fut soudainement abandonnée. Un incendie et un effondrement structurel enseveli enfouirent le site sans qu'aucun pillage ultérieur ne soit effectué. Les objets et les espaces furent ainsi préservés tels qu'ils avaient été utilisés. Outils, céramiques, ustensiles et décorations étaient encore présents au début des fouilles. Aucun corps n'a été retrouvé à leur emplacement d'origine, mais des restes humains dispersés ont été découverts, témoignant d'une tentative d'évasion. Certaines portes étaient encore verrouillées de l'intérieur, suggérant un abandon précipité par une menace soudaine. Tout indique qu'il n'y avait pas de temps pour une évacuation ordonnée. Le plan urbain était avancé pour l'époque. Des rues droites et étroites, des zones résidentielles séparées des espaces religieux, des canaux pour la distribution de l'eau et un centre de décision. On y trouvait des cours, des marchés et une utilisation efficace de la pierre, de l'argile et du bois. L'ordre général au milieu de matériaux aussi simples était remarquable. Penjikent n'a pas été transformé en attraction touristique. Il existe quelques panneaux, des sentiers balisés et des zones de fouilles ouvertes au public, mais le site reste largement intact. Les archéologues s'accordent à dire que ce site offre une fenêtre claire sur la vie pré-islamique en Asie centrale, sans filtre ni reconstitution. Le site témoigne d'un mélange culturel évident. Bien qu'il s'agisse d'une cité perse, des éléments grecs, indiens et chinois ont été identifiés parmi ces vestiges. Ce n'est pas un hasard. Penjikent se trouvait sur une route caravanière clé, ce qui en faisait un lieu d'échange non seulement pour les marchandises, mais aussi pour les coutumes et les idées. Parmi les objets retrouvés figurent des pièces de monnaie étrangères, des instruments de musique, des fragments de textiles et des jeux de société sculptés dans la pierre. Nombre de ces objets n'étaient pas de production locale, ce qui confirme des contacts fréquents avec des voyageurs lointains. Même les temples présentent des statues mêlant les styles de différentes régions. Les fouilles archéologiques se poursuivent malgré les difficultés. Le climat, le relief et l'absence de protection ralentissent les progrès. Pourtant, les découvertes réalisées jusqu'à présent suffisent à considérer Penjikent comme l'un des sites les plus révélateurs de ce type dans cette partie du continent. Il n'existe aucune reconstitution numérique ni simulation 3D. Ce que l'on voit, c'est ce qui reste, pierre après pierre, des parties érodées, d'autres presque intactes, et un silence troublé seulement par le vent et les pas des rares arrivants. Penjikent n'est pas un musée mis en scène. C'est une histoire figée dans le temps, sans fioriture ni artifice, telle qu'elle est se rester après sa chute. Tunnels, routes et survivre au trajet. Se déplacer dans ce pays n'est pas une question de confort, mais de résistance. Les montagnes occupent presque tout le territoire, et pour passer d'une vallée à une autre, il faut emprunter des routes escarpées, des virages sans barrière et des cols à plus de 3000 mètres d'altitude. Ces routes ne sont pas faites pour aller vite, elles sont faites pour survivre. Les routes sont étroites et traîtresses. Un faux mouvement peut vous envoyer au fond d'un ravin. La signalisation est rare, les nids de poules nombreux, et sur de nombreux tronçons, la seule boussole est l'expérience. Ce qui n'est pas écrit s'apprend avec le temps, ou avec les accidents. La pluie fait tomber des pierres des collines. Les glissements de terrain coupent des routes entières.
En hiver, la neige recouvre tout et isole des villages pendant des jours. C'est pourquoi, chaque année, avant le froid, les gens font des provisions, vérifient les moteurs et rangent des chaînes pour les roues. Il n'y a pas de place pour l'imprudence. Sur certains tronçons, il n'y a pas de pont moderne. Ce qu'il y a, ce sont des planches anciennes attachées avec des câbles, suspendues au-dessus des rivières ou des ravins. Elles grincent à chaque pas. Quand il y a du vent, elles bougent. Quand il pleut, elles deviennent des pièges glissants. Mais elles sont toujours là, car sans elles, de nombreuses communautés seraient complètement coupées du reste. Il n'y a pas de train qui traverse le pays de bout en bout. Prendre l'avion est coûteux et peu courant. Le transport se fait par la route, avec ce que l'on a. Des vieilles camionnettes, des bus bondés, des motos sans frein. Tout est bon, tant que ça avance. Ce qui compte, ce n'est pas le comment, mais le fait d'arriver. Le transport de marchandises dépend de ces mêmes routes. Lorsqu'un tronçon est bloqué, les marchés en ressentent les effets. Les produits manquent, les prix montent. Dans certains villages, si le camion ne passe pas, il n'y a pas de pain ce jour-là. La connexion entre les régions est aussi fragile que la stabilité du climat. Les accidents sont fréquents. Voitures retournées, camions en travers de la route, bus sans frein. Il n'y a pas de service d'urgence couvrant tout le territoire. Ce sont les voisins qui interviennent les premiers. Ils poussent, portent, sauvent. La route ne pardonne pas, mais la communauté répond présente. Beaucoup ont développé une sorte de sixième sens. Ils savent quand tourner, quand freiner, quand reculer. Ils apprennent à lire le ciel et le vent, à écouter le moteur et à anticiper si un virage peut être mortel. Pas par formation technique, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Les gens continuent de voyager. Pour le travail, pour la maladie, pour rendre visite à la famille. Ils connaissent les risques, mais ils savent aussi que rester immobile n'est pas une option. Ils s'adaptent. Ils ajustent leurs attentes. Ils transforment la difficulté en routine. Parce qu'ici, avancer est déjà une victoire. Interdiction lors des célébrations et du deuil. Dans ce pays, les célébrations familiales ne sont pas des espaces de liberté. Chaque étape obéit à des règles, même lorsqu'il s'agit d'actes intimes. Tout événement doit suivre des formats établis par l'État ou des accords non écrits que chacun connaît. Peu importe qu'il s'agisse d'un mariage, d'un enterrement ou d'un anniversaire. Si quelque chose ne correspond pas aux normes, il y aura des conséquences. Depuis plusieurs années, des limites ont été fixées quant au nombre de participants, au volume de la musique et à la durée de la réunion. Ce n'est pas facultatif. Des horaires sont imposés, des listes de lecture autorisées et même des types de nourriture recommandés. Tout écart peut devenir un problème, surtout si cela se produit dans des lieux visibles. Les fêtes privées sont aussi soumises à une surveillance. Si les voisins détectent une activité inhabituelle, il leur suffit de passer un appel. Cela suffit pour qu'une patrouille arrive. Les agents peuvent entrer sans mandat, vérifier le nombre d'invités, prendre note de la décoration et s'assurer qu'aucune directive n'est enfreinte. L'un des changements les plus frappants a été l'exclusion de Noël. Bien qu'il n'existe pas d'interdiction officielle écrite, la fête a été retirée du calendrier scolaire et les décorations publiques ont disparu. Les magasins ne peuvent pas exposer d'articles de Noël, les stations de radio ne diffusent pas de chants traditionnels et les places publiques ne sont pas décorées. Ceux qui souhaitent célébrer doivent le faire discrètement. Pour les mariages, un engagement signé est requis. Les mariés doivent déclarer qu'ils respecteront toutes les consignes du protocole étatique. Le document précise le nombre d'invités, le répertoire musical, le style des photos, l'horaire et l'emplacement du banquet. Ne pas respecter ces règles peut entraîner l'annulation de l'événement ou des amendes. Les chansons constituent un autre sujet sensible. Seules celles figurant sur une liste préapprouvée sont autorisées. Les paroles considérées comme étrangères, provocantes ou émotionnellement inappropriées sont interdites. Les musiciens doivent envoyer leur répertoire à l'avance et toute improvisation peut entraîner une amende ou le retrait du droit de jouer lors d'événements futurs. Les cadeaux coûteux ne sont pas acceptés. On encourage à offrir des présents symboliques sans grande valeur monétaire.
Offrir de l'argent ou des objets luxueux est perçu comme une forme d'ostentation, mal vue dans un contexte où la modestie publique est valorisée. Il en va de même pour les plats. Proposer des mets trop raffinés est vu comme une provocation sociale. Il est également interdit d'engager des drones, des photographes étrangers ou des décorateurs non enregistrés. Tout doit rester discret. Dans certains villages, des familles ont été sanctionnées pour avoir réalisé des vidéos de la fête avec un éclairage trop intense ou pour avoir partagé des images d'un gâteau décoré avec des symboles occidentaux. Après l'événement, le contrôle ne s'arrête pas. Dans certains cas, des fonctionnaires passent quelques jours plus tard. Ils posent des questions sur les plats servis, le nombre de voitures garées ou les tenues portées par les invités. Si quelque chose semble excessif, le dossier est transmis aux bureaux régionaux, qui peuvent émettre des avertissements officiels. Quant aux funérailles, elles sont également soumises à des directives strictes. Aucune expression de douleur trop intense n'est tolérée. On attend que tout se déroule brièvement, en silence et avec retenue. L'adieu doit se limiter à un petit nombre de personnes, sans musique, sans long discours, ni symboles religieux visibles s'ils n'ont pas été autorisés. La période de deuil est régie de manière informelle. Il est recommandé de ne pas porter de noir pendant plus de 3 jours. Au-delà, ceux qui le font encore peuvent recevoir un avertissement, notamment dans les écoles ou sur les lieux de travail. L'objectif est de reprendre une vie normale, selon les termes des bureaux en charge. La surveillance est plus rigoureuse dans les zones rurales. Là-bas, tout le monde se connaît et tout comportement différent attire l'attention. Même pour les anniversaires d'enfants, les adultes veillent à ce qu'il n'y ait ni ballons aux formes étrangères, ni gâteaux avec des personnages de films étrangers. Tout doit paraître sobre, local et le moins voyant possible. Malgré cela, les familles continuent de se réunir. Elles adaptent simplement leur façon de faire. Elles cuisinent chez elles, invitent sans affiche, répartissent les tâches par message et évitent toute forme de promotion. Pas de photos sur les réseaux, pas d'annonces publiques. Les fêtes ont lieu, mais comme si elles n'existaient pas. Et dans ce pays, parfois, ce qui ne se voit pas est la seule chose qui survit. Enlèvements transformés en mariages. Dans plusieurs villages du pays, certains mariages ne commencent ni par des fleurs ni par des bagues. Ils commencent par une voiture et un groupe d'hommes qui attendent dans la rue. Lorsque la jeune fille passe, ils l'encerclent, la poussent dans le véhicule et l'emmènent dans une maison inconnue. Il n'y a pas d'avertissement, aucun accord préalable, juste une décision prise par d'autres. L'acte n'est pas improvisé. Il se prépare durant plusieurs jours. L'homme intéressé organise tout. Où aura lieu l'enlèvement? Qui l'aidera? Comment agir discrètement? Parfois, des membres de la famille participent. Ils savent à quelle heure la jeune fille sort, quelle rue elle emprunte et combien de temps ils ont avant que quelqu'un ne remarque son absence. Une fois arrivée au domicile de l'homme, la fille est accueillie comme si elle faisait déjà partie de la famille. On lui propose un siège, un repas chaud, peut-être une couverture. Personne ne lui demande si elle veut rester. Ce qui compte, c'est qu'elle entre et passe au moins une nuit sous ce toit. Si cela arrive, dans beaucoup de villages, cela équivaut à un consentement. Cette première nuit est cruciale. Si elle ne part pas avant l'aube, la coutume veut qu'elle ne puisse plus rentrer chez elle sans honte. Les femmes plus âgées insistent pour la convaincre. Elles lui disent que revenir serait une humiliation pour tous, qu'aucun autre homme ne voudra l'épouser, qu'il vaut mieux céder que porter une telle marque. En parallèle, la famille de la jeune fille est informée. Dans les petits villages, les nouvelles circulent vite. Mais elle ne réagit pas immédiatement. Elle attend un appel. Cet appel est essentiel. Il marque le début des négociations. On discute alors de l'acceptation de l'union, d'une éventuelle compensation ou du maintien de la paix entre les familles. La plupart du temps, la famille accepte. Il n'y a ni plainte, ni protestation. Juste un accord tacite. Ce qui s'est passé ne sera pas évoqué publiquement. Rapidement, une cérémonie est organisée, religieuse
ou simplement symbolique. L'essentiel est de formaliser ce qui est déjà considéré comme acquis. Personne ne demande à la jeune fille si elle est d'accord. L'acte n'a aucun fondement légal. Sur le plan juridique, il est illégal. Mais les autorités locales n'interviennent pas. Dans les villages, la police n'agit que s'il y a une plainte formelle, ce qui arrive rarement. Les familles considèrent que c'est une affaire privée. La loi est lointaine. C'est la tradition qui fait foi. Les écoles non plus ne réagissent pas. Si une élève disparaît et revient mariée, son nom est simplement retiré de la liste. Aucun suivi. Aucune question. Les enseignantes se taisent. La communauté entière agit comme si tout cela était normal, quelque chose qui s'est toujours fait et qui continuera tant que personne ne dit le contraire. La vie est difficile. Même l'essentiel coûte cher. Les familles s'organisent avec ce qu'elles ont. Un peu d'aide des voisins, des échanges de nourriture et une habitude bien ancrée de ne rien attendre de l'extérieur. Les structures familiales restent inchangées depuis des décennies, avec des tâches bien réparties, des rôles définis et peu d'évolution. Le présent oscille entre un passé soviétique qui subsiste encore et un futur qui n'arrive jamais complètement. Les communautés, surtout rurales, sont habituées à se débrouiller seules. Il n'y a ni emploi stable, ni services réguliers, ni nombreuses options. La surveillance ne se voit pas toujours, mais elle est palpable. Il y a une pression sur la manière de s'habiller, de parler, de ne pas se faire remarquer. Montrer trop d'émotions est aussi mal vu. Même pleurer a ses horaires. La politique ne se discute pas. Le pouvoir est partout. Sur les affiches, dans les livres, à la télévision. Il n'y a ni manifestation, ni critique. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il n'y a pas d'espace pour dire le contraire. Ce qui ne se dit pas, ne change pas. Et pourtant, le pays tient debout. Les gens travaillent, prennent soin des leurs, célèbrent quand ils le peuvent, et s'adaptent à ce qui leur est imposé. Ici, tout coûte le double, mais tout se fait quand même. Il n'y a ni luxe, ni promesse, ni miracle. Ce qu'il y a, c'est une résistance quotidienne, un silence partagé, et une immense volonté d'avancer, même si personne ne regarde, même si personne n'en parle.